Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est la rentrée pour BFM Business en ce lundi et c'est la rentrée aussi pour Tech Co, la quotidienne. Ravi de pouvoir vous retrouver comme l'année dernière, comme la saison dernière, chaque soir. Attention, l'horaire a changé, vous l'avez remarqué, non plus 19h30, 21h, mais 19h, 20h30 dorénavant. On est là du lundi au jeudi. Alors peut-être que vous pourrez découvrir Tech Co à la sortie du travail, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que les podcasts et les replays ne changeront pas. Vous les retrouverez juste après la diffusion de cette émission, à la fois le podcast et la version vidéo sur l'appli BFM Business. Ravi de vous retrouver donc, je l'ai dit, avec pour cette première donc de cette saison, énormément de sujets d'actualité avec au sommaire ce soir dans Tech Co, la quotidienne. On va évoquer ces incroyables Jeux Olympiques de robots qui se déroulent en ce moment en Chine. Vous allez voir, c'est vraiment un marqueur de l'avancée tech là-bas. On évoquera aussi cette mauvaise nouvelle, la pub arrive dans le ChatGPT en Europe et en France. On va essayer de décrypter tout ça tout à l'heure. Et puis, tiens, ça bouge aussi du côté d'Apple et notamment de l'App Store, puisque ça y est, les développeurs et notamment européens devront moins payer, vous le savez, cette commission qu'Apple impose à tous ceux qui développent des applications. Tout ça grâce au DMA et à la réglementation européenne. On vous expliquera tout ça, ça sera en dernière partie de ce Tech Co. Voilà le sommaire, un grand merci d'être là. Très heureux de vous retrouver, c'est la rentrée pour Tech Co. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et on ne change pas, évidemment, l'essence même de Tech Co. C'est-à-dire que tous les soirs, vous aurez au minimum 1 heure pour débriefer l'actualité avec nos experts. Et pour cette première semaine, d'ailleurs, ce sera pas 1 heure, mais 90 minutes de débrief avec nos spécialistes qui viendront décrypter toute l'actu tech. Ce soir, sur le plateau, il est de retour, Frédéric Simotel. Bonsoir François. Salut mon Fred. Eh bien voilà, on se retrouve pour cette nouvelle saison. On est prêt, c'est reparti. Puis, voilà. Puis l'été n'a pas été aussi calme que ça. Dans la tech, on a vu, ça n'a pas arrêté, donc on a encore plein de choses à raconter. C'est ça, c'est-à-dire que tout au long de cette semaine, on va revenir sur l'actualité chaude, bouillante de ces dernières heures, mais aussi sur ce qui a marqué, ce qui a un petit peu cadencé cet été dans le monde de l'actualité tech. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Frédéric, qui est évidemment journaliste à BFM Business et qui présente, entre autres, Tech Co Business chaque semaine. Et exactement. On te retrouvera donc pour cette saison tous les mardis soirs, et puis évidemment le week-end. Voilà, mardi soir, c'est mardi soir, juste après Tech Co. On doit être à 21h. 21h. Voilà. Très bien, et aussi les replays et les podcasts. Fred qui donc commente l'actu, tout comme Bruno Guglielminetti qui est avec nous en visio ce soir. Salut mon cher Bruno. Bonsoir du Canada. Bonne rentrée mon Bruno. De vous de même. Est-ce que c'est en ce moment qu'on rentre aussi dans le monde du travail du côté du Québec? Oui, mais avec le temps, ça s'est étalé. Dans le monde des médias, notamment, on se donne 2, 3, des fois 1 mois pour étaler les nouveautés, mais la plupart des grandes émissions, des grands rendez-vous commencent cette semaine. Très bien. En tout cas, merci d'être là pour cette première. Bruno Guglielminetti, qui est journaliste, spécialisé dans la tech depuis pas mal de temps. Il est animateur de son podcast Le Carnet de l'actualité numérique, entre autres. Et puis, nous avons aussi ce soir Stan Larocque, nouveau débriefeur, mesdames, messieurs. Ouais. On l'applaudit. Salut Stan. Voilà, Stan Larocque que vous connaissez peut-être si vous êtes un fidèle de Tech Co. Stan vient souvent nous voir pour nous raconter son aventure entrepreneuriale avec Lynx, ton casque de réalité virtuelle, qui a eu évidemment de multiples rebondissements. Et tu nous expliquais juste avant les vacances, et tu étais venu sur le plateau de Tech Co nous raconter que ta société avait été rachetée par Essilor, Luxottica, et on s'est dit tiens. Attendez, on a un expert de la tech qui est passionné par ces sujets-là. Pourquoi ne rentrerait-il pas dans notre cercle très fermé des spécialistes de la tech? Donc, merci d'être là. Et me voilà, merci. Voilà. Et tu es directeur Moi, je m'attendais à te voir arriver avec déjà les lunettes Ray-Ban. Et rappelons que, alors maintenant, parce que donc tu as quitté Lynx, rappelons-le, et tu es maintenant directeur des opérations chez Parrot, qui est une autre pépite de la tech française, qui est notamment spécialisée dans les drones.
Voilà. Eh ben c'est cool. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite par, je le disais, la Chine, où se tiennent en ce moment les Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques un peu particuliers, des JO pour robots, des humanoïdes de tous les pays qui s'affrontent sur une piste d'athlétisme ou sur un ring de boxe. Et c'est vraiment très sérieux. Anthony Morel nous raconte tout ça. Et puis après, évidemment, on va débattre sur ce sujet qui est passionnant. On a tous les codes des Jeux Olympiques. On a eu la grande cérémonie d'ouverture dans un stade plein à craquer. On a le grand concert également, le défilé des athlètes. Quand je dis des athlètes, évidemment, ce sont des boîtes de conserve, j'allais dire, des humanoïdes, des robots avec 2 bras et 2 jambes. Alors un peu en mode Stormtroopers, hein. C'est limite inquiétant quand on les voit comme ça se balader sur le stade. C'est assez spectaculaire et surtout ces robots, eh bien, ils vont s'affronter. Ils sont en train de s'affronter dans 50 disciplines. Alors ça va du sprint à la boxe en passant par le foot, le saut en longueur également, et on a des performances extraordinaires. On a par exemple un robot baptisé Lightning la foudre, qui a battu le record du monde d'Usain Bolt sur 100 mètres. 9 secondes 39 quand même, c'est assez dingue, les images sont très spectaculaires. Alors on a des robots qui s'en sortent un petit peu moins bien, qui titubent, qui se trompent de couloir. On a l'impression qu'il a un peu bu celui-là. Voilà, celui-là a un petit peu bu, il y a des ratés évidemment, mais globalement ce qu'on en retient, c'est les avancées très spectaculaires. Au saut en longueur, ils sont vraiment pas mal sortis non plus, ils ont failli battre le record du monde humain dans le domaine de la vitesse, de la souplesse, de la dextérité. Ça va très 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 vite. Je peux en témoigner parce que j'ai affronté certains de ces robots sur des grands salons technologiques, au tennis de table par exemple, ou encore en boxe il y a encore quelques mois. Sans me vanter, je tenais à peu près la route. Aujourd'hui, j'ai plus aucune chance. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir la vitesse à laquelle ça va. C'est-à-dire que dans l'intelligence artificielle comme dans la robotique, ça va très 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 vite. Et on a une nouvelle blessure narcissique pour nous les humains. Après nous avoir battus aux échecs, aux jeux de go, eh bien ce sont toutes les disciplines sportives maintenant dans lesquelles les robots vont nous battre à plat de couture. Alors vous avez vu, il y a des vidéos qui circulent sur le web. Alors moi, je me méfie toujours parce que je me dis, est-ce que c'est de l'IA, est-ce que c'est des vraies vidéos? Mais on voit des robots, mais incroyable quoi, vivre leur course sur des pistes d'athlétisme qui sont dingues. Je sais pas si tu as suivi un peu ça, Stan. Oui. C'est incroyable et c'est surtout, comme le disait Anthony, on va dire la Chine qui montre sa toute puissance dans ce domaine-là, même s'il n'y a pas que des Chinois qui concourent là. Mais je crois que 95% des robots qui sont présents là-bas sont fabriqués en Chine. Alors pour autant, en IA, on parle des Chinois et des Américains. Dans la robotique, là, il y a vraiment que les Chinois pour le moment qui écrasent effectivement tous les autres pays, et c'est assez stupéfiant de voir Unitree surtout, qui est le flagship un peu comme peut l'être DJI dans les drones, et Unitree tous les ans on a l'impression qu'ils sortent des nouveaux robots qui font des choses de plus en plus dingues. Alors gagner le 100 mètres contre moi, c'est sûr qu'ils vont y arriver. Ils sont déjà très très bien. Par contre, là où je suis vraiment encore plus excité, c'est vraiment sur l'assistance de ces humanoïdes au quotidien parmi nous. Ça va révolutionner des choses comme peut-être le ménage, comme les tâches ingrates chez l'homme. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir. On le voit pas encore. On voit qu'il y a d'un côté, on voit les robots qui font des trucs assez spectaculaires, ce que font déjà les humains, voire mieux. Là, d'ailleurs, avec le record du 100 mètres. Et moi, j'ai vraiment hâte de... Alors, dans combien de temps, je ne sais pas. Je me garde bien de prédire l'avenir, surtout dans mon métier. Ouais. Mais... quand les deux vont merger, en fait, ça va être extraordinaire. Parce que pour l'instant, Fred, il faut bien expliquer que tous ces robots sont plus ou moins télécommandés ou programmés pour faire une tâche, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune intelligence. Donc là, ils ont fait en gros ce JO. Bon, ça permet. Il y avait déjà eu une première épreuve. On en avait parlé il y a quelques mois du semi-marathon de Pékin. Alors il y avait les humains qui couraient. Alors les robots ne couraient pas en même temps que les humains. Il y avait une piste il y avait un parcours pour les humains. Il y avait les robots à côté. Mais on a quand même des robots qui ont tenu la distance. C'était quand même pas glorieux. Les images étaient pas aussi flamboyantes que. Il y en a 4-5 qui ont terminé. Et encore, on voit. Enfin, il fallait. Ils faisaient des arrêts, on leur mettait de la glace, on leur mettait du truc, on leur mettait de l'huile dans les rouages, tout ça. Un peu comme un humain qui se reprend un petit peu son gel et son truc. Mais voilà, on voyait quand même que ça commence à tenir des distances, que globalement, voilà, ils arrivaient à mettre un pied devant l'autre et pendant un peu plus d'une heure. Là, on voit, alors ils les ont mis sur plein de jeux, ils ont appelé ça des JO, encore une fois, ce ne sont que des robots. D'ailleurs, moi, ce qui me surprend dans le 100 mètres, là où à un moment ils font un tour de course, c'est que pour moi, ils devraient tous être identiques. Donc pourquoi il y en a un qui
qui va plus vite que l'autre. Ouais. Enfin, tu vois, c'est assez drôle. Mais tu as vu, il y a une espèce de, chacun a une ergonomie de course particulière. Ouais. Et c'est là où c'est fort. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avec les bras avoir des gestes qui vont les entraîner et ils vont peut-être gagner quelques centièmes de seconde sur la course, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable aussi. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est ça. C'est qu'on n'a pas dit au robot, voilà, on te montre des images de gens qui courent. Non. Et voilà, c'est parti. Non, on les a programmés pour courir. C'est un robot télécommandé comme une voiture télécommandée. On connaît pas trop leur autonomie, c'est-à-dire combien de temps ils peuvent courir comme ça. Enfin voilà, il y a encore beaucoup. Mais le but des Chinois là, c'est vraiment de montrer, voilà, on est les meilleurs. Souvenez-vous, nous on s'extasiait il y a quelques années devant les Boston Robotics là, qui faisaient des triples saltos arrière. On dit regardez ce qu'on est capable de faire. Bon, en 5-6 ans, on voit les progrès faits, notamment par les progrès réalisés notamment par les Chinois. Bruno, j'imagine que ce sujet te passionne parce que évidemment c'est à Pékin, 1300 épreuves en tout. Alors il y a des courses, il y a du saut en hauteur, il y a aussi de la danse, de la boxe. C'est intéressant et ça permet évidemment d'exhiber, enfin à la Chine, d'exhiber en fait son savoir-faire dans ce domaine. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? C'est impressionnant quand même, tout ça. Oui, c'est impressionnant et c'est de voir l'évolution parce que l'an dernier, c'était 500 robots qui compétitionnaient. Un an plus tard, 2000 robots. Et ce qui est nouveau cette année, c'est que l'an dernier, là, c'était que des Chinois. Là, cette année, il y avait 16 pays différents qui participaient. Évidemment, dominés par la Chine, là, il n'y a pas de surprise. Mais parallèlement, et ça, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant, puis on l'a évoqué, mais c'est de savoir que parmi toutes les catégories de tests ou d'exercices ou de compétition, il y en a 6 qui ont à voir avec le domaine qui n'est pas sportif. C'est-à-dire qu'il y a des robots qui sont spécialisés dans le manufacturier, alors on les fait travailler là-dedans. Il y en a qui sont dans la restauration, il y en a qui sont dans l'entretien ménager. Et donc, c'est ça, 6 catégories. Et ces 6 catégories-là sont vraiment surveillées parce que, imaginez-vous pour un fabricant qui soit chinois ou qui soit de l'extérieur et qui remporte le prix de la 2e Olympiade des robots de Pékin avec grande médaille d'honneur dans le monde de l'usine ou de l'intervention d'urgence, ça vaut de l'argent, ça, maintenant. Et c'est pour ça que, mis à part le côté divertissant de voir une bande de robots qui courent un à côté de l'autre, il y a tout ce volet qui est en tout cas, en ce qui me concerne, beaucoup plus intéressant et qui ressemble un peu à ce que Stan disait, le futur des robots dans notre quotidien, il va passer par là. Ouais, c'est parce que c'est ça qui est intéressant, Stan. Alors là, évidemment, ça fait sourire. On voit des robots qui courent, qui jouent au ping-pong aussi, qui tirent des pénaltys, mais ça, c'est la première étape. Si ces robots arrivent demain à avoir une dextérité telle qu'ils peuvent faire on va dire des tâches quotidiennes, comme tu disais, ils peuvent rentrer dans la maison, aider les personnes âgées, aussi aider, pourquoi pas, les ouvriers dans les usines, etc., etc. On voit que ça avance là-dessus. Ça avance et effectivement, qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire le constructeur montre tout ce que son robot peut faire. Mais dans la vraie vie, on n'a pas besoin de 10 000 Ronaldinho, on n'a pas besoin de courir des 100 mètres toutes les 5 minutes. Et c'est pour ça, tu vois, quand on n'arrive plus à avoir des gens qui travaillent dans les EHPAD, l'assistance à la personne, tous ces métiers-là, en fait, qui vont peut-être être chamboulés, enfin, je l'espère sincèrement, avec notre population vieillissante aussi. Enfin, il y a plein d'applications dans la robotique qui vont vraiment arriver dans la vie de tous les jours. Où ça va bouleverser tout autant, je pense, que l'IA aujourd'hui. Alors, je sais que tu es, évidemment, quand tu as créé ton casque VR, tu t'es intéressé aux composants électroniques qu'il y avait à l'intérieur, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a énormément de... Alors, évidemment, il y a l'électronique, mais ce sont les mêmes puces qu'on retrouve là-dedans que dans les casques VR, les smartphones, etc. Ou c'est on va dire, des chipsets particuliers? C'est des chipsets un peu plus gros que ceux qu'on a dans nos smartphones, mais c'est des mêmes constructeurs. C'est-à-dire que, par exemple, dans Unitri, c'est du NVIDIA. En fait, c'est des puces, on va dire, entre l'ordinateur tour et le smartphone. Qui nécessite quoi? Plus de puissance, en fait, qui gère d'autres fonctions de calcul? C'est-à-dire que par rapport à ton smartphone, le robot, il va avoir beaucoup plus de capteurs. Il va capter son environnement à travers plusieurs modalités. Donc, il y a plusieurs caméras. Parfois, il y a des lidars. Il y a des micros. Il y a tout un tas de sensors qu'on n'a pas dans d'autres dispositifs, qu'on retrouve aussi dans les drones. Ce qui a aussi beaucoup changé ces derniers temps, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de robots, c'est les progrès dans les actuateurs, dans les moteurs, avec les aimants et les moteurs brushless BDLC qui ont permis justement de voir apparaître tous ces bipèdes et surtout les quadrupèdes au début. Je ne sais pas si vous savez, dans les salons, on voyait ce robot chien là, le mini cheetah Spot. En fait. Spot aussi, et en fait ce moteur c'est une innovation du MIT qui date de 2013 ou 2016,
Et ça a donné aujourd'hui, en fait, c'est devenu le standard de l'industrie, ces petits moteurs qu'on retrouve aussi donc dans des drones, dans les gimbals. En fait, ça a permis en fait d'amener de la robotique telle qu'on l'entend, c'est-à-dire des choses qui bougent. Avec ces puces de smartphone améliorées. Qu'est-ce qui révolutionne ces moteurs? Parce qu'on le voit dans ces robots, des moteurs, il doit en avoir des dizaines ou des centaines. En général, dans ces robots-là, c'est une 40 moteurs, vous vous rendez compte? Mais c'est quoi? C'est la fiabilité? Ça chauffe moins? Ça nécessite moins d'énergie? Qu'est-ce qu'ils ont inventé au MIT? C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle du QDD, donc du Quasi Direct Drive. Donc c'est des aimants, c'est avec des aimants permanents, les fameux aimants néodymes qui sont aujourd'hui sourcés énormément en Chine. Ça a moins d'inertie, ça demande moins d'énergie, donc ça permet d'avoir un torque plus fort, de déplacer plus d'efforts que ce que les moteurs faisaient avant. D'accord. Et du coup, ça a permis aux robots de passer du quadrupède au bipède, et du coup aussi de porter des choses. Il y a des robots qui portent des choses, donc ça faut le voir. Ça aussi dans les usines, dans certaines usines, BMW notamment en fait. Et à côté de ça, tu as eu en même temps tous les progrès dans les puces des smartphones et du semi-conducteur, qui fait qu'à un moment, le hardware a pu être possible, et c'est ce qu'on observe là. Fred. Oui, on voit d'ailleurs, parce que on se dit que nous naturellement, on est sur nos deux pieds. Enfin voilà, depuis qu'on a 1 an, etc. On réussit à tenir. Et là, on voit quand les robots s'arrêtent, on voit qu'il leur faut un petit moment pour justement faire les calculs, pour se remettre. Oui. En fait, ils calculent l'équilibre. Eux, même à l'arrêt, ils sont en train de calculer l'équilibre. Et je revenais juste sur autre chose. Et puis après, on pourra lancer aussi un autre débat. Puis on a d'autres sujets là sur les robots. Le premier, quand on le voit, tous les robots qui avancent en randonnion là pendant la cérémonie d'ouverture, bon, ça fait tout de suite penser au monde. Alors évidemment, il y a tout le monde des services et tout ça, mais au monde militaire, quoi. Et on a vu qu'en Ukraine, on commence à avoir des robots qui viennent accompagner les militaires. Alors pour pas encore, je pense pas que c'est encore des robots tueurs, mais pour les accompagner dans leur logistique. Donc c'est ça. Et puis derrière, on pourra en dire qu'est-ce qu'on fait en Europe, quoi, parce que c'est quand même une révolution qui est en train d'arriver. Alors les États-Unis, effectivement, sont dans la course, un peu derrière les Chinois, enfin beaucoup derrière les Chinois, mais nous, on est encore un peu loin. Même si on a ces quelques initiatives, on parlait de Wondercraft avant l'été, qui a signé avec Renault, on l'a vu faire des mais Wondercraft, c'est plus des exosquelettes, on va dire, d'après ce que j'ai compris. Il a eu ces robots, tu sais, chez Renault, c'est des robots qui transportent des pneus pour les amener sur la palette et pour qu'ensuite, pour l'instant, c'est une tâche toute bête. Il y a un stock de pneus, on prend les pneus, le robot prend les pneus et vient les emmener à l'endroit où ils vont ensuite être sertis pour accompagner la voiture. Bruno? Oui, je voulais juste rajouter un fait. C'est important de savoir aussi que la raison pour laquelle c'est presque devenu une obsession, la robotique chez les Chinois, c'est qu'il y a... Puis Stan a fait un clin d'œil à ça parce que il y a un manque de main-d'œuvre chez vous, mais aussi chez nous et un peu partout sur la planète. C'est une Chine vieillissante. Et donc, c'est pas pour rien qu'on fait des robots qui vont servir dans la restauration, dans les soins des patients. C'est parce que de plus en plus, il manque de main-d'œuvre et d'appui, de ce qu'on appelle de première ligne, là, les petites mains. Et donc, on veut s'assurer que lorsqu'il va y avoir une passation de la pyramide des âges, il y a une main-d'œuvre qui soit robotisée, qui soit là pour prendre la relève. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment une course contre la montre de la part de l'industrie et même le gouvernement chinois est derrière ça pour s'assurer que il y a toute une industrie qui soit prête et que la société puisse apprendre à bien les vivre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une si grande il y a un accueil aussi positif des robots par la société, par les citoyens chinois, parce que eux le voient pas nécessairement comme un objet qui va peut-être venir prendre leur boulot, mais plutôt qui va venir servir la société. Oui, c'est vrai. Et puis ce type on va dire, de manifestation qui est très ludique, finalement, parce que des robots qui courent, qui se cassent la figure, etc., parce qu'il y a, évidemment, il y a pas mal de crash. On l'a pas dit, mais parfois on voit même des robots qui explosent, enfin des trucs comme ça. Ça démystifie un peu, je trouve, le robot humanoïde, qui fait un peu moins peur, parce que on se rend compte qu'il peut trébucher. Il y a un côté presque humain, parfois, et petit à petit, je pense que dans notre inconscient, ça rentre, et ça nous prépare, finalement, à la prochaine génération,
de ces appareils qui arriveront, où là on pourra accepter peut-être plus facilement d'avoir un robot humanoïde à la maison. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, l'un des acteurs importants de tout cela, c'est Unitree, qui en fait ne cesse de repousser les limites de ces machines. Et derrière ces démonstrations, cette entreprise veut surtout s'imposer comme un leader mondial de la robotique humanoïde, avec une nouvelle étape qui a été faite mercredi dernier. C'est une entrée en bourse en Chine continentale sur le Star Market de Shanghai, une IPO spectaculaire. Retour maintenant, c'est ce que je vous propose, sur ces moments marquants de l'ascension du géant chinois, et c'est avec Noah Domain. Vous avez sûrement déjà vu ces images, des robots qui courent, qui dansent ou même qui font de la boxe. Beaucoup viennent d'Unitree, le géant chinois de la robotique. Tout commence en 2016, l'ingénieur Wang Xingxing fonde l'entreprise et se lance dans les robots quadrupèdes, des chiens robots destinés aux professionnels qui deviennent progressivement une alternative à l'américain Boston Dynamics. Mais le véritable tournant arrive en 2023 avec le H1, son premier robot humanoïde. 2 ans plus tard, Unitree en livre plus de 5500 dans le monde entier et réalise plus de 250 millions de dollars de chiffre d'affaires, de quoi devenir le premier fabricant mondial d'humanoïdes en termes de vente. Mais l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Elle a dévoilé cette semaine Superman, son nouveau robot humanoïde capable de sauter à 2 mètres de haut et d'atteindre 45,6 km/h. Derrière ces performances, Unitree prépare la prochaine étape, donner un cerveau à ses robots avec l'aide d'entreprises spécialisées dans l'IA. De quoi poursuivre une ambition, faire sortir les robots humanoïdes des films de science-fiction pour les faire entrer dans notre quotidien. Voilà, quelle boîte incroyable, Unitree, qu'on suit, Fred, depuis quelques années. J'imagine que Stan aussi, tu les suis aussi, parce que franchement, c'est l'une des premières boîtes qui m'a bluffé quand j'ai vu leurs robots humanoïdes. On les a vus au CES de Las Vegas. Au CES, mais souviens-toi, en 2 ans, d'une année incroyable. Sur l'autre, les progrès, au début, c'était un robot qui faisait, qui disait bonjour, qui faisait 2-3 tâches. L'année suivante, il boxait. Il a boxé Anthony Morel. Ouais. Non, mais c'est vrai. Anthony s'est pris si c'est télécommandé. Tout bien ça, sûr, que ça... mais on voit qu'il a une légèreté quand il bouge comme un boxeur, c'est quand même assez incroyable. Unitree, Bruno, j'imagine que comme nous, tu es un peu fasciné par cette boîte-là. Alors évidemment, sur le continent américain, il n'y a pas beaucoup de robots Unitree, et à mon avis, c'est pas demain la veille qu'ils arriveront, mais en Europe, et on les a vus à Vivatech, ils vont arriver, ces robots, Bruno. Oui, c'est ça. Et moi, j'avoue que je suis un peu, c'est rare que je suis jaloux parce que effectivement, de votre côté, sur votre continent, vous allez les avoir. Nous, il y a comme un blocus pour utiliser le mot, du côté de l'Amérique. Mais là, il commence à y avoir une ouverture entre le Canada et la Chine. Peut-être qu'on va faciliter l'arrivée des robots Unitree, mais on peut dire que tout fabricant confondu aujourd'hui, en août 2026, c'est probablement ce manufacturier-là qui fait le plus grand éventail de robots et dont les robots sont les plus adaptés aujourd'hui pour le commerce. La preuve, c'est qu'on en vend. Quand on regarde ce qui se fait aux États-Unis, où on dit que c'est le haut lieu de la robothèque mondiale, c'est triste à voir. Encore les robots d'Elon Musk sont encore en train de faire des tests, sont pilotés par des humains. On est loin de ce que Unitree arrive à faire de son côté, là. Stan, Unitree? Unitree, c'est spectaculaire. C'est 100% en bourse. Le message est passé. Le message est passé, ouais. Et en fait, faut regarder au-delà d'Unitree tout l'écosystème chinois. C'est un ensemble de faits qui leur a été propice. Donc c'est l'accès à la matière première. C'est le gouvernement chinois qui en a fait une priorité. C'est-à-dire que on se bat pas à armes égales, ni en Amérique du Nord, ni en Europe. C'est-à-dire que quand le gouvernement chinois vous donne les terrains pour construire vos locaux, vous aide à lever des fonds, vous aide à rentrer en bourse, qu'il y a tout l'apparatus garant de l'emprunt et de l'argent prêté. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment comme on peut. C'est un accompagnement qui est de tous les instants finalement. C'est comme Huawei, c'est Huawei, c'est DJI, c'est des énormes machines d'État et c'est des fiertés nationales. Unitree, c'est une fierté nationale chinoise. Nous, voilà, tu l'as dit, c'est un peu triste à voir. Au moins, nous, il n'y a pas de dilemme, c'est-à-dire qu'on va directement acheter des robots chinois. Aux États-Unis, au Canada, ils vont essayer de faire, mais on sait très bien, a priori, comment ça va se passer. Malheureusement, ils ont l'accès à la matière première, l'accès au manufacturing, c'est les kings du manufacturing, donc l'accès à l'aluminium, aux aimants pour les moteurs,
aux semi-conducteurs. Ils ont tout pour réussir. Ils sont en train de le faire. On le voit en slow motion depuis quelques années. Bah voilà, ça continue, quoi. Alors, il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'on évoque l'avenir en fait de ces robots, parce que on le disait, on l'a répété, ces robots pour l'instant sont totalement bêtes. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas décider de courir tout seuls, d'aller de soulever quelque chose, d'aller prendre un verre, en tout cas de vider une machine, un lave-vaisselle, etc. Ils ne savent pas le faire parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Ils ont la tête et les bras, mais ils n'ont pas. Enfin non, pardon. Ils ont les jambes et les bras, mais ils n'ont pas encore la tête. La question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'elle va arriver cette tête finalement ? Quand est-ce qu'ils vont devenir intelligents ? Et quand est-ce que l'intelligence artificielle, parce qu'on imagine que c'est ça qui va tout changer, va rendre ces robots intelligents et va commencer à rendre ce truc-là hyper intéressant. Ce qu'il y a justement de plutôt intéressant là-dessus, c'est que il y a Wang Xiaogang, qui est le président d'une start-up chinoise que vous ne connaissez pas, peut-être pas, qui s'appelle Ace Robotics, et qui lui prédit que d'ici la fin de l'année 2027, l'intelligence artificielle, l'IA générative, les LLM vont rentrer de manière assez puissante en fait dans la tête de ces robots pour les rendre intelligents. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que si encore une fois, et cette start-up est chinoise, si la Chine arrive à avoir la meilleure électromobilité de ces robots, plus rajoute l'intelligence avec du DeepSeek, du Qwen, enfin je ne sais pas quoi, mais enfin toutes leurs IA, ça va être terrible en fait. Bah, ça dépend. Est-ce qu'ils vont en faire des robots tueurs ou des robots pour soigner les gens ? Chacun est dans son camp. Mais c'est évident qu'ils vont y arriver. Peut-être les premiers. Fin 2027, c'est ambitieux. Hein. Ça paraît ambitieux. Alors, les IA sont multimodales. C'est plutôt à 2-5 ans, ouais, 2-5 ans pour vraiment aller. En fait, ils parlent du moment de ChatGPT. Ah. Ce moment qui fait que on l'a commenté nous en direct en 2022, 2023, c'était 2022. 2022, novembre 2022, quand ChatGPT est arrivé, on s'est dit waouh, il y a quand même un truc fort là qui est arrivé. Et ben pour lui, ce moment ChatGPT arrivera fin 2027. Bah, j'espère, le plus tôt sera le mieux. On a hâte de voir ça, je pense. En tout cas, moi j'ai très hâte de voir ça. Fin 2027, c'est quand même ambitieux. Les IA sont multimodales, elles comprennent le texte, la vidéo, les images. À moins qu'ils soient en train de travailler là-dessus et qu'ils aient peut-être, tu vois, de l'avance. Il y a Mistral qui a commencé même à montrer des choses. Vous en aviez parlé. Avec son modèle, tout à fait. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont programmés, mais ils savent pas encore gérer l'inattendu. Ils savent. Bon, certains humains non plus. Ouais, attention. Oui, c'est vrai. Mais il y a encore des coûts qui sont élevés. On parlait tout à l'heure de Unitree. Bon, ils sont très aidés à Tencent, Alibaba, en groupe. Enfin, il y a beaucoup de monde derrière tout ça. Mais on voit que les progrès technologiques sont tels. Alors effectivement, je suis comme toi. Je pense que pour un déploiement à large échelle, je pense qu'on est plutôt à 4-5 ans. Mais on va commencer. Je pense que ce que l'on va voir là, le sport, c'est marrant. Mais on va commencer à avoir des cas d'usage. Tu vois, on parlait de Wondercraft tout à l'heure, voilà, pour une tâche très précise dans les industries. Et ça, je pense que peu à peu, on va le voir arriver dans les logistiques. Et puis voilà, puis ils vont apprendre encore plus. Voilà. Après l'intelligence, on y va de toute façon, parce que même Johnson Wang dit toujours, il parle de physical AI, c'est-à-dire l'AI qui sera pour ce monde physique. Donc après, est-ce que ce sera que des robots humanoïdes ? Non, on aura aussi des robots quadrupèdes, des bras élévateurs. Alors avant de donner la parole à Bruno pour conclure sur ce sujet, ce Wang Jingjing nous dit aussi que, excusez-moi, parce que je pense que je dois massacrer son nom, j'en suis désolé, dit que effectivement l'instant ChatGPT ce sera en 2027, mais qu'après il faudra attendre entre 4 et 5 ans pour que ça véritablement démarre en fait, et que ça inonde un peu à la fois le marché de l'industrie, mais aussi pourquoi pas le marché domestique. Bruno. Oui, j'allais ajouter que l'IA physique de Yann Lequin ou d'entreprises que je connais au Canada, mais qui n'ont pas encore levé le bras, c'est exactement ça. Ça va venir solutionner cet aspect-là, de leur proposer un nouveau petit cerveau qui va faire la différence et qui va leur permettre d'être capable d'évoluer et d'avancer dans un monde qui est changeant, comme l'humain a appris avec les années. Ça va être la même chose avec les robots humanoïdes ou les robots même pas humanoïdes. Ça va leur permettre de s'adapter aux endroits, aux environnements. Et c'est ça la prochaine révolution dans l'IA. Ouais. Dernière chose pour conclure, peut-être avez-vous un robot aspirateur à la maison, laveur. Aujourd'hui, 100% des robots aspirateurs laveurs sont chinois. Il n'y en a aucun qui sort des États-Unis. Il y avait une marque qui en faisait, c'était iRobot. Elle a coulé, elle a été rachetée par les Chinois. Et autant vous dire que toutes ces données
qui sont récoltées de vos appartements, de vos maisons, des sols, etc., elles sont après récupérées par toutes ces boîtes-là qui vont servir à alimenter les cerveaux de ces robots. Alors, même s'ils vont être beaucoup plus hauts, parce que là, les robots sont au niveau du sol, mais c'est des données précieuses qu'après, ces robots humanoïdes vont intégrer. Donc, on est en train de donner à manger, finalement, avec notre data, au futur de ces robots humanoïdes. Mais la Chine, c'est elle qui a le plus de robots bipèdes avec Unitri, avec ces sociétés-là. C'est comme Tesla qui est en train qui craque le self-driving. C'est parce qu'ils ont des voitures sur la route qui en bien sûr, oui. Là, c'est le même combat. C'est-à-dire que si nous, on n'a pas nos robots, on aura encore moins notre donnée. Et donc, ils prennent une avance qui se décuple assez vite. 10 secondes, Fred, et pour juste un petit mot, justement, c'est bien que tu cites Tesla et ses voitures autonomes, parce qu'il y a aussi quelque chose, il va falloir définir un cadre réglementaire aussi. Parce que justement, on va pas lâcher des robots comme ça chez les gens dans les hôpitaux. Et là aussi, il y a alors là, pour l'instant, la Chine, voilà, ils fonctionnent dans leur autonomie à eux. Mais voilà, avant de lâcher des robots aussi dans des hôpitaux, dans des maisons, enfin, il y a un sacré cadre. Voilà, être certain que le robot. Ouais. Et de si on est des spécialistes de la régulation. On a déjà vu des robots s'emballer. Hein, oui, c'est vrai. Donc, tu vois, il y a toutes ces. Avoir un bouton stop, c'était pas prévu sur certains robots. Hein. C'est clair. Bruno Guglielminetti est avec nous ce soir, Stan Larocque, Frédéric Simotel, petite pause, 19h30, et on enchaîne avec un autre sujet passionnant, alors celui-ci qui est très frais. OpenAI lance la publicité dans ChatGPT en France. C'est une mauvaise nouvelle. Allez, à tout de suite, on en parle dans 2 minutes. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Bonne soirée, merci d'avoir choisi BFM Business, merci d'écouter Tech & Co et de regarder Tech & Co chaque soir. Peut-être l'avez-vous remarqué, nouvel horaire pour Tech & Co. Et oui, nous en sommes à déjà une demi-heure d'émission. Et notez-le, dorénavant, on se retrouve chaque soir, non pas de 19h30 à 21h comme auparavant, comme la saison dernière, mais dorénavant de 19h à 20h30 à la radio, à la télé. Et puis bien évidemment, ensuite les replays et les podcasts. Stan Larocque est toujours avec nous, directeur des opérations chez Parrot et fondateur de Lynx. À ses côtés, c'est Frédéric Simotel qui est journaliste à BFM Business. Et on salue aussi depuis le Québec notre ami Bruno Guglielminetti, journaliste animateur du Carnet de l'actualité numérique. Allez, c'était prévu, mais ça y est, maintenant c'est désormais officiel. OpenAI déploie de la publicité dans ChatGPT dès aujourd'hui dans 31 pays européens, dont la France. Une nouvelle étape pour l'entreprise qui cherche donc à monétiser ses millions d'utilisateurs gratuits, car malgré des revenus en hausse, vous le savez, faire fonctionner de l'IA coûte cher, extrêmement cher. Les explications de Léa Benhaim. Près d'1 milliard de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine, mais la majorité reste encore sur la version gratuite. En revanche, pour les annonceurs, cette audience représente une mine d'or. Le test mené aux États-Unis a d'ailleurs été concluant. 20% des conversations affichent une intention commerciale. Les utilisateurs peuvent donc être touchés au moment précis où ils s'apprêtent à faire un achat, même si le géant de l'IA rassure. Dans un premier temps, la publicité ne sera pas ciblée, mais les annonces s'adapteront au contexte de la conversation. Pour OpenAI, l'enjeu est tout aussi important. L'entreprise a généré 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, mais ses dépenses ont, elles, atteint 34 milliards de dollars et sa croissance ralentit quand celle de son principal concurrent accélère. Anthropic a plus que doublé son chiffre d'affaires au 2e trimestre, dépassant pour la première fois OpenAI. L'entreprise de Sam Altman a donc cruellement besoin de nouveaux relais de croissance avant son entrée en bourse. La publicité donc arrive sur ChatGPT de manière progressive. Alors j'ai la chance d'avoir un compte un peu plus, donc je crois qu'il n'y a pas de la pub sur ce compte-là. C'est vraiment le compte gratuit. N'hésitez pas, à nous dire en passant par X et le compte Tech & Co si justement vous voyez de la pub. Vous avez vu apparaître de la pub, mais je pense que ça va être assez progressif. Stan, on va peut-être commencer par toi. De toute façon, l'équation elle est simple. Si OpenAI n'arrive pas à trouver vite de l'argent, ça va être la cata. Donc il faut qu'ils trouvent des modèles économiques. Et la publicité sur ChatGPT, elle aujourd'hui, la version gratuite en tous les cas, elle est indispensable pour eux. Je pense que c'est le début de la catastrophe. C'est-à-dire que on se souvient, il y a des années, quand Sam Altman présentait et pitchait OpenAI, il a dit on va créer une IA et puis on va lui demander, elle va être tellement puissante, on va lui demander quel modèle économique utilisé pour faire tourner l'entreprise. Et on revient à de la pub bas étage comme modèle économique, mais ça en dit long sur
en fait sur là où ils allaient, hein, peut-être depuis le début, on ne sait pas, mais je pense que c'est assez triste de voir comment tout ce business évolue. En tout cas, la direction prise par OpenAI, qui est certainement différente pour Anthropic et le reste, mais c'est vraiment de mauvais augure. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas utilisateur personnel de ChatGPT, j'utilise d'autres choses. Je pense qu'il y a de la menace aussi, c'est-à-dire qu'ils essaient de montrer qu'ils vont gagner de l'argent avec ce vecteur-là. Ils sont très menacés, ils essaient de préparer une IPO. D'un autre côté, il y a les modèles open source chinois qui commencent à les menacer vraiment, on va en parler, mais c'est quand même de mauvais augure tout ça. Hein. Oui, tu avais Fujissimo qui était arrivé donc de chez Instacart, donc notre française de la Silicon Valley, bon qui a pris un peu, qui était là justement pour mettre en place toute cette stratégie business, qui malheureusement pour raison de santé a dû se mettre un peu en recul, donc ça a un peu rebattu les cartes aussi chez eux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a cette question et puis faut voir parce que on s'est habitué avec les moteurs de recherche à voir la pub. Voilà, on voit les liens sponsorisés, les liens qui ne le sont pas. Ça y est, notre cerveau et puis nos habitudes sont prises. Et puis selon si on veut couper les cookies, enfin ce genre de choses. Là, moi je pense que moi, comme beaucoup gros utilisateurs de toutes ces IA, avec la pub, on va avoir un doute. À chaque fois qu'ils vont nous envoyer, qu'ils vont nous remonter des liens, parce qu'il y aura de la pub affichée clairement, mais après on se dira comment ils se servent de ces datas pour ne pas me renvoyer des liens. Surtout, je crois que beaucoup de choses qui sont envoyées vers ChatGPT, ça renvoie souvent vers des choses on veut acheter un jour. Tu parlais de produits pour la maison et tout ça, d'aspirateurs. On va passer par ChatGPT en disant tiens, c'est quoi les 5 critères à avoir pour acheter le bon aspirateur. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit, hein, beaucoup de gens, pour choisir des voyages, pour choisir des restaurants, pour plein de choses, on commence quand même à avoir une habitude assez tournée vers le commerce en allant sur ces robots-là. Et évidemment, s'ils récupèrent ces datas, alors il va falloir voir comment tout ça si ça va être du ciblage par intention ou via les données, comment ils vont récupérer tout ça pour nous adresser ensuite de la pub. Alors Bruno, ça arrive sur la version free, mais sur la version Go aussi. Ah oui. Il y a de la pub. Et comment ça arrive? Parce que j'ai posé la question à ChatGPT. J'ai dit mais comment justement vas-tu faire pour nous balancer de la pub sur la version gratuite? Et il explique assez bien. Il dit que finalement ça va pas rentrer dans le fil de la discussion, mais à la fin du discussion, on pourra avoir du contenu sponsorisé. Et par exemple, je sais pas moi, vous cherchez des hôtels, vous pouvez avoir un lien booking qui va apparaître, identifié comme de la publicité, qui va vous permettre de choisir votre hôtel quelque part. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut décider de désactiver la publicité sur la version free, mais on aura moins de requêtes possibles. Voilà. Et ça, je ne savais pas, mais c'est intéressant. On peut se passer de la pub, mais on aura un free beaucoup plus bridé finalement, Bruno. Je ne sais pas si tu as déjà pu tester. C'est arrivé sur le continent américain, la pub ? Tout à fait. Ça fait quelques mois qu'on a cette nouvelle réalité. Et je veux vous rassurer, hein, pour le moment, évidemment, peut-être qu'ils changeront, mais pour le moment, c'est très bien identifié. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Juste avant de faire l'émission, j'ai été me rafraîchir la mémoire parce que moi, j'utilise un compte payant de ChatGPT. Mais sur la version Go ou la version Free, ce que vous avez, c'est que vous rentrez votre requête, par exemple, quel temps il fait à Paris, et puis tout de suite après, quand j'ai eu tous les résultats, il y a une petite vignette qui est apparue sous ma réponse en me disant, si ça vous intéresse d'y aller, c'est une pub de Booking qui était là. Et parallèlement, j'ai fait une autre recherche dans le monde de l'automobile et on m'a fait une publicité d'un fabricant automobile après m'avoir proposé un tableau comparatif où ce fabricant-là n'était pas nécessairement avantagé, mais la publicité du fabricant automobile était indiquée à la fin de ces demandes-là. Mais c'est pas systématique, hein. C'est important de le mentionner, c'est encore aléatoire selon les gens. Il a fallu que j'en fasse des requêtes gratuites pour tomber sur des publicités. Alors, rassurez-vous, pour le moment, ce ne sera pas un tsunami publicitaire qui va vous arriver en plein visage. Non, puis de toute façon, les annonceurs, ils vont chercher leur modèle aussi, parce que voilà, il a fallu un moment aussi quand Google explique son modèle en disant, voilà, plus vous apparaissez dans la liste, plus il faut me payer cher, acheter des mots-clés, etc. Bon, il a fallu se mettre un peu dans un état d'esprit, ça a pris un moment. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire les annonceurs, ils vont y aller à tâtons, et avant de lâcher quelques centaines de milliers de dollars ou d'euros dans des grandes campagnes, ils veulent voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, c'est pour ça que ce que dit Bruno est assez juste, qu'on va avoir juste des tests. Mais voilà, on est quand même entré dans une nouvelle phase pour eux, de toute façon, il faut qu'ils trouvent de l'argent. Hein. Ouais, ce qui va être intéressant. Après, François, oui, vas-y Bruno.
Si je peux rajouter, moi, ma surprise par rapport à l'arrivée publicitaire, ça a été de voir, parce que quand on en parle, autant en Europe qu'en Amérique du Nord, quand ça a été lancé, on parlait des grandes boîtes, des grandes agences de communication qui avaient été approchées. Mais juste hier soir, ChatGPT m'a proposé d'acheter de l'espace publicitaire. Et ça, j'ai été surpris parce que je pensais pas qu'on était rendu au commun des mortels pour leur offrir d'acheter de la publicité et que c'était pour le moment chasse gardée aux grandes agences. Alors, vous voyez que on cherche vraiment à vendre la publicité. Oui, mais ils ont leurs trois. Ils ont les partenaires technologiques, des gens comme Criteo. Ils ont toutes les agences comme Publicis, etc. Ils sont tous là. Ça. Et ils ont aussi une équipe dédiée qui s'appelle OpenAI Ads Publicity, enfin OpenAI Ads Solutions, voilà, et qui elle s'adresse au tout venant. Donc ils ont prévu un peu ces différents modèles. ChatGPT explique bien que la publicité n'arrive pas dans la réponse qu'il vous fait. C'est-à-dire que si par exemple tu lui dis voilà, je veux m'offrir un nouveau PC, qu'est-ce que tu me conseilles? Il va dérouler son argumentaire selon tes désirs et te dire de manière neutre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, de manière neutre. C'est là où je te dis le doute. Voilà, la réponse. Et à la fin de la réponse, il y aura peut-être une publicité qui t'incitera à cliquer pour acheter un ordinateur Lenovo, Dell ou Acer, je ne sais quoi. Mais ça sera, on va dire, décorrélé de la réponse qui, elle, ne sera jamais sponsorisée. En tous les cas, c'est ce que dit ChatGPT. Jusqu'à ce que. Tu vois, moi, le jour où ils font ça, ils sont morts. En fait. Parce que si tu perds la confiance de ChatGPT parce que tu n'auras plus confiance en la réponse qu'il te donne, ça va être compliqué. Je ne sais pas à quel point ces outils restent objectifs. Au début, dans la bulle de l'IA, ce qui est merveilleux par rapport à une recherche Google, effectivement, pour acheter quelque chose ou se renseigner, c'est ce qu'on pouvait percevoir dans l'objectivité des modèles qui regroupaient tout un tas de données et sortaient quelque chose de quand même relativement solide. Alors qu'on peut être... on peut être un peu malmené sur Google ou sur des recherches sur Internet classiques. Et c'est pour ça que je pense qu'on se tourne un peu tous vers ces outils. Et jusqu'à quel point il y a de la subjectivité, de l'objectivité dans la réponse. Et ça, c'est ça qui me fait peur, personnellement. Donc aujourd'hui, évidemment que c'est décorrélé. Est-ce que dans l'entraînement même du modèle, il va y avoir des biais? Évidemment. Ouais. Voilà. C'est prédit ici. En avant-première. Moi, je serais dans le monde de la pub, je serais tenté de leur dire. Moi aussi. Lâchez-moi un peu quelques infos en plus sur cet utilisateur-là. Mais s'ils ouvrent cette boîte de Pandore et que ça. Si on te dit clairement, attention, là vous allez chercher un nouveau smartphone, un nouveau PC. Voilà, on va vous donner 3 marques avec qui on travaille et que vous pourrez peut-être trouver. Si c'est clair comme ça, mais bon, ça va pas être présenté comme ça. Si on te dit là le meilleur des PC, voilà un peu tous les critères. Et puis quand tu dis tiens, montre-moi le meilleur des PC, quels sont les critères, et hop, on te dit c'est celui-là. Là ça commence à être un peu délicat. Ouais, c'est clair. Et puis après, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va être contagieux tout ça? Est-ce que demain Claude va avoir de la pub? Est-ce que demain Mistral va avoir de la pub? Est-ce que demain Gemini aura de la publicité? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Bruno? Rapidement, quand OpenAI avait soulevé la question de mettre de la publicité, si ma mémoire est bonne, il y avait des gens, le grand patron de Google qui avait dit pour le moment, Gemini n'aura pas de publicité. Et ça avait été la même réponse du côté d'Anthropic. Mais là, on va voir à l'usage comment ça va être accepté par les Européens. Ça sera le deuxième grand marché où on va recevoir de la publicité. S'il y a de la rétroaction, si la réponse est très mauvaise, peut-être que ça va stopper les intérêts de tout le monde. Mais si on voit que ça fait pas trop de vagues et que ça ne fait que ramener de l'argent, des revenus, peut-être qu'il y a des gens qui vont être intéressés de commencer à ajouter de la publicité. Imaginez Gemini. Avec tout le savoir-faire de Google, tout le catalogue publicitaire, ça pourrait être formidable pour eux. Alors, a priori, en Europe, ils ne pourront pas consulter notre historique de recherche. Enfin, il y aura besoin d'un consentement. Okay. On dira, est-ce que vous acceptez qu'on regarde toutes vos autres requêtes, etc. Sur la requête présente, oui, mais sur le reste, tu vois, pour dépeindre ta personnalité... Vas-y, oui, mais Frédéric, s'ils acceptent, peut-être qu'ils auront plusieurs requêtes de plus en bonus. C'est ça. Voilà pour cette nouvelle. On va checker, tiens, on va voir un petit peu si elle arrive. Visiblement, là, pour l'instant, en ce jour d'ouverture, la pub, alors, officiellement est lancée, mais elle n'est pas encore arrivée sur la version gratuite de ChatGPT, mais ça ne saurait tarder. On reste dans ce monde de l'IA jusqu'à 20h au moins, avec le mercato, vous le savez, des talents de l'IA. Et je ne sais pas si vous avez suivi, et je ne sais pas si vous connaissez Luc Metz.
Luc Metz, c'est pas n'importe qui. Visiblement, c'est l'un des vétérans d'OpenAI qui a été au tout début de ChatGPT, qui a travaillé depuis le départ avec Sam Altman, mais aussi avec Nina Murati. D'ailleurs, il est parti dans la boîte de Nina Murati il y a quelques années de cela. Il était revenu après chez OpenAI, parce que je sais pas si vous vous souvenez, on vous raconte souvent ça dans Tech & Co, les allers-retours des talents de l'IA qui changent de boîte comme ils changent de chaussettes. Et là, visiblement, ce monsieur avait fait OpenAI, la boîte Thinking Machine, je crois, de Nina Murati. Puis après, il avait été rappelé par Sam Altman, il était retourné chez OpenAI. Et ben, vous savez quoi? Patatras, il s'en va chez Meta. Voilà. Alors là, on ne sait pas combien de centaines de millions de dollars il a pu prendre pour aller chez Meta, mais en tous les cas, on voit que ça s'était calmé ces dernières semaines, ces derniers mois, mais on voit que ce mercato en fait de l'IA ne s'arrête jamais. Ça t'impressionne en fait de voir tous ces talents, Stan, qui change de boîte mais régulièrement en fait. Bah, ce qui est impressionnant, c'est que c'est comparable à des transferts de Ligue 1 en fait. Quand on regarde aussi les montants et les packages proposés à ces ingénieurs et ces chercheurs, et on se demande une fois de plus en France, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça. C'est surtout ça. Donc effectivement, il y a une déraison totale sur l'argent qui est proposé à ces chercheurs, parce que derrière c'est justifié par l'ambition de ces boîtes-là. Mais ça m'impressionne, bien sûr. Je pense que ça peut impressionner n'importe qui, en fait. Après, chaque homme a son prix, puis on peut le mesurer maintenant jusqu'à des échelles assez après, ce qui est étonnant, c'est qu'on pensait que Meta s'était un peu calmé. Tu sais, Meta, c'était le premier, il y a plusieurs mois, en disant c'est 100 millions de dollars à l'embauche, puis 100 millions de dollars de salaire, et puis voilà, etc. Et on va embaucher par dizaines. Et on avait l'impression que ça s'était un peu calmé. Et puis ils avaient racheté Alexander Wang, une partie de son entreprise, là c'était en dizaines de milliards. Il l'avait mis à la tête de son équipe. On sentait qu'il y avait quelque chose. Et puis là, en fait, pas du tout, quoi. Ils vont chercher ce gars-là, alors qui va intégrer l'équipe d'Alexander Wang, qui va aller dans la division Super Intelligence Lab. Donc et là, je pense que c'est un signal aussi que Meta veut envoyer en disant, écoutez, vous nous parlez d'OpenAI, vous nous parlez de Claude, Anthropic, vous nous parlez un peu de Gemini. Eh bien, là, aujourd'hui, les gars, nous, on veut revenir dans le circuit, on veut se montrer beaucoup plus crédible dans l'IA, en prenant quelqu'un, en plus, tu l'as dit, François, alors vétéran, ce qui est marrant, vétéran, c'est des tout jeunes, il n'arrive pas à 70 ans, ils sont assez jeunes, une trentaine d'années, enfin, peut-être un petit peu plus, mais c'est des gens qui ont travaillé sur tous les modèles, tous les modèles hauts, les GPT-4o, 5o, etc. Et donc ils connaissent l'architecture, donc on sent qu'ils vont, entre guillemets, du secret industriel, qui risque de basculer chez Meta. Et comme Meta, alors patine pas parce qu'ils avancent quand même pas mal, MuseSpark, ça commence il y a des choses qui commencent à sortir, mais voilà, on voit quand même qu'ils ont du mal. On le cite pas spontanément quand on parle avec des super techniciens, ils citent pas spontanément Meta. Et donc là, je pense qu'il y a aussi, faut regarder ça aussi sous l'angle Meta, qui veut dire, les gars, comptez sur nous, on arrive. Après, faut être impressionné pour les individus et leur bonne fortune, mais pour les entreprises et pour le cas de Meta, moi, par ma petite expérience entrepreneuriale, j'ai vu Meta dépenser 100 milliards de dollars dans un truc qui s'appelait le métaverse. Ça vous dit quelque chose? Ça lui a coûté quelques dizaines de milliards quand même, cette histoire-là. 100 milliards. 100 milliards. Et qu'est-ce qu'ils ont à mettre en face aujourd'hui? Donc, il y a de la démesure. Où est-ce que la poussière va retomber? Voilà, faut un peu... ne pas trop se laisser embarquer, quoi. Bruno, est-ce que tu as enquêté sur ce fameux Luc Metz? Oui, j'ai enquêté quand j'ai entendu parler de le premier virage, quand il avait été rejoindre moi, j'aime bien dire la créatrice de ChatGPT, parce que c'est quand même elle qui était à l'origine de tout le travail de recherche. Puis après, quand il est revenu à la maison, mais là, j'avoue que moi, j'étais surpris et je penche du côté de la théorie de Frédéric, c'est-à-dire que oui, c'est un bon geste parce qu'on va chercher quelqu'un qui a un savoir-faire, qui est là depuis plusieurs années, qui est au cœur de l'intelligence artificielle, enfin de son développement. Mais là, ce qu'on va chercher aussi, c'est à se camper comme un joueur sérieux dans le monde de l'IA, ce qui est pas du tout le cas de Meta, malheureusement, malgré tous les millions investis là-dedans. Là, on parle presque de milliards. Là. Mais et c'est ça, moi j'ai l'impression que c'est un coup de communication.
bien que le monsieur a une feuille de route assez impressionnante, là, il est là depuis les imprimantes 3D. Il a travaillé sur tous les programmes de langage imaginables dans le domaine. Donc, c'est un vieux routier, jeune vieux routier, et il sait de quoi il parle. Mais j'ai l'impression que c'est le prétexte pour essayer de remettre Meta AI sur la liste, à défaut d'être sur le podium. On veut dire, nous, on est en chemin pour revenir, pour prendre de la place. Mais entre-temps, c'est toujours ChatGPT, Claude, Gemini, et très loin Copilot dont on parle. Et j'espère que ce LuxMet s'entendra bien avec Alexander Wang, qui paraît-il n'est pas facile. Et visiblement, c'est compliqué de bosser avec lui, parce que je vous rappelle quand même que au-delà de Alexander Wang, Mark Zuckerberg avait embauché, je sais pas moi, une demi-douzaine de chercheurs qu'il a payé des fortunes. Tu parlais tout à l'heure. Travailler autour de son bureau. Là, voilà, c'était des centaines de millions de dollars pour les faire venir. Et qui sont repartis parce qu'ils s'entendaient pas avec Alexander Wang. Donc voilà, j'imagine quand même que là, ils ont dû boire un café ensemble, dans le meilleur des cas. Espérons-le en tout cas. On reste dans l'IA. On n'a pas beaucoup parlé de Perplexity ce soir. Et pourtant, évidemment, on est très nombreux à utiliser ce search AI qui révolutionne la manière dont on recherche l'information sur Internet. Eh bien, il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à Perplexity, parce que visiblement, un certain Jensen Huang aimerait bien, se mettre un peu dans son escarcelle, Perplexity, parce que Perplexity serait en train, et ça c'est une information qui a été révélée par The Information et confirmée par Reuters, Perplexity serait en train de lever de l'argent auprès justement de Nvidia, et on parle quand même de beaucoup d'argent, puisque en fait ce nouveau tour de table propulserait au-dessus la valorisation de Perplexity au-dessus de 30 milliards, alors qu'aujourd'hui elle est à 20 milliards. Donc c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce qui se trame ? On parle en milliards quand même. Ouais, et mais en dizaines de milliards. En dizaines de milliards. En plus, c'est ça qui est fou. Qu'est-ce qui se trame derrière ce petit pas de deux là de Jensen Huang ? Qu'est-ce que tu en penses, Stan ? Perplexity, c'était une des premières boîtes vraiment à surfer sur les LLM, à révolutionner avec un nouvel usage dans la recherche web. La valorisation ne m'étonne pas vraiment, mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils soient encore là, en fait, parce qu'ils ont beaucoup plus de concurrents. C'est pas une boîte comme OpenAI ou Anthropic, et d'ailleurs, qui eux sont en trillions de dollars. Pour mettre un peu dans le... Oui, c'est beaucoup d'argent, mais beaucoup moins que les autres. Voilà. Ils sont dans les IA ouvertes. Ils sont un peu engouffrés dans ce truc-là, donc moins privé, moins fermé que les moins lucratif. Voilà, moins lucratif, mais ça reste très impressionnant. 30 milliards de dollars. Après, je ne sais pas combien ils lèvent. Je ne sais pas si on sait combien exactement ils lèvent. On connaît la valo, ça fait toujours plaisir, et on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire, mais oui, Perplexity, ça reste un des grands noms. Ouais, en fait, on sait que Nvidia a investi 40 milliards en gros dans OpenAI, dans Anthropic, XAI. Puisqu'on sait qu'ils détiennent à peu près aujourd'hui, ils ont 26 milliards de capi dans SpaceX /XAI. Donc ils savent mettre des dizaines de milliards. Après, ce qui est compliqué toujours avec Nvidia, c'est que est-ce que c'est de l'investissement ou est-ce que c'est de la promesse d'acheter ? Parce que l'économie circulaire, c'est le côté circuit un peu fermé. Je sécurise finalement Perplexity, comme ils ont tu le disais, un search. Je vous donne mes cartes graphiques. Puissant, eux, ils ont besoin de Nvidia. Et donc ils sécurisent. Ce client-là, on dit écoutez, on vous met de l'argent, mais en échange, vous nous rachetez des puces. Enfin voilà, il y a toujours ce truc qui est toujours un petit peu compliqué. Nvidia fait beaucoup ça. Nvidia investit toujours dans ses propres clients. Mais bien sûr, c'est malin. Évidemment. Voilà. Je vous offre 10 000 processeurs, je sais pas quoi, et je prends tant de pourcentage de votre société. C'est ce qu'avait fait Microsoft avec OpenAI au début. Je vous donne du cloud Azure et en échange, vous me donnez une part de votre valorisation. Bruno ? Juste un dernier mot, et après, je pense qu'ils essaient aussi peut-être de monter un peu dans l'écosystème applicatif. Alors, ils ont leur partie CUDA de développeurs, et peut-être qu'ils sont en train de monter aussi un petit peu, en se disant, tiens, je suis concurrencé par les autres aussi dans les processeurs, là, qui sortent tous, bon, pas de la qualité, évidemment, de Nvidia, mais voilà, ils veulent peut-être aller chercher un peu des choses dans le domaine applicatif. Ça serait pas débile de la part de Nvidia de se dire, demain, je pourrais proposer, pourquoi pas, à la fois du hardware, mais aussi toutes les briques pour pouvoir être aussi performant qu'un ChatGPT. J'ai au moins quelques bases, quelques piliers pour Exactement. Ça reste le plus grand vendeur de pelles de la planète. Bien sûr. Il ne faut pas l'oublier en ce moment. Ça. Bruno ?
Ouais. Il n'y a pas tellement longtemps, il y avait Perplexity qui avait annoncé qu'il investissait lui-même. Et c'est pour ça que la nouvelle m'a surpris. C'est Perplexity qui a annoncé qu'il investissait dans l'achat de processeurs de NVIDIA. Alors, j'ai l'impression que dans le cadre de ces rencontres-là, probablement que NVIDIA dit, vous ne seriez pas intéressé à vendre l'entreprise. Ce qui fait que on voit l'annonce qui est en train d'être pas officialisé là, parce que NVIDIA n'a pas confirmé ni Perplexity, mais quand même, c'est sur le terrain. Il y a 2 sources qui en parlent. Mais parallèlement, Perplexity, c'est plus l'outil de recherche IA que c'était. Perplexity, c'est aussi Perplexity Computer qui permet de travailler et d'avoir un agent IA qui s'installe sur son ordinateur et c'est assez puissant. Et quand on regarde la course des agents, des outils qu'on peut installer sur nos ordinateurs, Perplexity Computer est je dirais pas qu'il est en avance du peloton, mais il est bon deuxième. Et ça, j'ai l'impression que ça a peut-être attiré les yeux de NVIDIA là-dedans. Tiens, dernière petite news avant de marquer une petite pause et de nous intéresser à Apple. C'est Hugging Face, cette boîte franco-américaine qu'on connaît bien, dans Tech & Co. On a reçu les dirigeants plusieurs fois. Hugging Face qui, et ça c'est une information assez étonnante, recherche un acquéreur. On connaît le prix de vente, si vous voulez vous offrir Hugging Face, si vous avez 13 milliards, c'est jouable, hein, c'est dans vos cordes. Voilà, alors c'est une information qui a été annoncée par Business Insider, je ne sais pas si elle a été confirmée par l'entreprise. Est-ce que c'est pas un peu étonnant de se dire que Hugging Face est en vente, là, actuellement ? Énorme, voilà. Français et américains, des petits Français à New York. Hugging Face, c'est assez génial comme entreprise. C'est un des top noms pour tous les chercheurs en IA et les utilisateurs même avancés d'IA sur la planète. Après, vu les montants et vu la société, c'est curieux qu'ils ne fassent pas une entrée en bourse, je veux dire. Oui. Qu'ils sortent de cette manière en essayant de se faire acheter. On ne connaît pas leurs chiffres, hein, ça reste une entreprise privée pour le moment, mais... Et puis c'est étonnant parce que ce type d'information, en général, quand elle tombe, c'est qu'on connaît l'acquéreur. Là, on apprend que Hugging Face est sur le bon coin, finalement, alors que d'habitude, c'est pas comme ça que ça marche. C'est étonnant, non ? Est-ce que c'est plutôt défensif ? Je pense qu'ils ont besoin. En fait, ils veulent aller davantage vers les entreprises. Et là, aujourd'hui, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de ressources. Enfin, moi, j'ai appelé 2-3 personnes là, cet après-midi et ils me disaient que c'était un peu ça. Donc, et puis ils ont eu ce gros problème de cybersécurité il n'y a pas longtemps. J'allais y revenir. Voilà, c'est ça aussi. Qui a dû un peu, à mon avis, histoire de cyber assombrir leur réputation. Qui a des IA. On rappelle. On pourra en parler d'ailleurs dans nos débriefs cette semaine. Bien sûr, on a le temps. Des IA d'OpenAI qui sont sortis de leur bac à sable toutes seules et ils se sont dit tiens, là on a. Je vais aller pirater un peu Hugging Face. Je vais aller pirater et qui je peux aller pirater ? Tiens, Hugging Face parce qu'il y a tous les modèles qui sont là. C'est un hub et donc on pourra parler de tout ça parce que ça a un peu affolé la planète. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est qu'ils veulent aller davantage vers les entreprises, que là il leur faut de l'argent. Ils peuvent capitaliser sur. Il y a quand même entre guillemets une bulle de l'IA. Donc capitaliser en ce moment, y aller en ce moment, c'est le moment d'y aller. Après, je suis un peu comme toi. Je me dis pourquoi ils sont pas allés en bourse. Peut-être que pour eux, ils se disent c'est plus intéressant de se rapprocher d'un plus gros acteur. Et puis, ils 13 milliards. Quand on voit Stripe qui a sorti 7 milliards pour OpenRouter, on a vu combien Cursor, SpaceX qui a sorti 60 milliards. Donc il y a peut-être un acquéreur potentiel sur la place. Le mot de la fin pour Bruno sur ce sujet ? Ouais, pour nourrir le mystère, il faut savoir qu'il y a des grosses boîtes comme Salesforce, Nvidia, Google, Amazon, Qualcomm, même IBM, qui ont tous investi dans Hugging Face. Et c'est pour ça qu'avec leur réseau d'affaires, leur réseau de connaissances, c'est surprenant de les voir sur la place publique en train de mettre une petite pancarte en disant à vendre. Ouais, c'est ça. Il y a autre chose dans le décor. Il y a Microsoft qui a racheté GitHub. Il y a des choses comme ça qui se sont passées par le passé. On parlait des moments, je finis juste là-dessus, du moment de ChatGPT. Ouais. L'histoire de Hugging Face qui se fait pirater, pénétrer de manière cyber complètement par OpenAI, c'est un moment, ça. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace, HAL, l'ordinateur. Je pense qu'on en reparlera comme d'un moment clé
peut-être pas dans les livres d'histoire, mais dans le développement de l'IA, c'est pas. D'ailleurs, OpenAI a averti, enfin, je crois que c'est Sam Altman qui a averti que Astra, parce que c'est le nom justement de l'IA de cybersécurité d'OpenAI, qu'ils étaient assez inquiets de sa puissance, un peu comme Anthropic l'avait dit quelques temps auparavant avec, c'était comment ça s'appelait, leur, je sais plus. Mythos, c'était ça. Il y avait Fable 5. Voilà, c'était Fable, c'est ça. Et juste pour faire le lien d'ailleurs avec le sujet suivant, juste un mot là-dessus, j'attends un jour les régulateurs qui vont commencer à regarder un peu tout ça, parce que tout ce qu'on vient de dire, on est quand même autour de 4-5 acteurs. Il y a bien un jour un régulateur qui va dire, dites donc les gars, il y a un peu d'abus de position dominante dans tout ça. Sûr. Et voilà, et régulation, on va en parler dans un instant. Eh ben justement, quelle belle transition. On va évoquer le DMA et Apple. Apple qui annonce la fin de 2 ans de bras de fer avec l'Europe sur l'App Store. On en parle avec Fred, Stan et Bruno. Juste après cette petite pause, Tech & Co, la quotidienne, revient après ceci. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, 20h02, Tech & Co, la quotidienne. C'est la rentrée pour Tech & Co et pour BFM Business. On est très heureux de vous retrouver avec ce nouvel horaire. Notez-le dorénavant, Tech & Co, c'est chaque soir du lundi au jeudi, 19h. 20h30, voilà. Et puis après, et les replays et les podcasts. Et comme toujours, on ne change pas ce qu'on apprécie dans Tech & Co, c'est-à-dire les débats, pouvoir décrypter ensemble l'actualité tech. Et c'est comme ça, toujours, pendant 1 heure, voire 1h30 durant cette première semaine. Avec ce soir sur le plateau, Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Nous avons Stan Larocque, qui est directeur des opérations chez Parrot et fondateur de Lynx. Vous savez, ce casque de VR français, en tout cas conçu en France, que tu as porté pendant de nombreuses années, que tu as vendu à EssilorLuxottica. Tu étais venu nous raconter tout ça il y a quelques semaines, juste avant les vacances. Et puis Bruno Guglielmi ici, qui est avec nous. Rebonsoir mon cher Bruno, journaliste animateur du carnet de l'actualité numérique et de tes 120 secondes de tech quotidienne. Voilà, vous pouvez écouter aussi, bien sûr. On attaque maintenant avec cette information très intéressante, puisque nous allons évoquer Apple. Apple qui plie face à Bruxelles et révise enfin les règles de l'App Store pour les développeurs. C'est une bonne nouvelle pour les développeurs. Les commissions seront désormais revues à la baisse à partir du 1er octobre. Un changement de cap salué par Bruxelles qui suspend ainsi la menace de lourdes sanctions dans le cadre du DMA. Léa Benaïm nous explique tout ça. Apple lâche du lest sur son App Store, mais sans pour autant mettre fin au péage. Jusqu'ici, chaque achat réalisé dans une application sur iPhone était soumis à une commission pouvant atteindre 30%. Mais sous la pression de Bruxelles, Apple accepte finalement d'assouplir les règles. Même si les commissions baissent, elles ne disparaissent pas. Apple prélèvera désormais 26% lorsqu'un achat passe par son propre système de paiement et 20% lorsqu'une solution concurrente est utilisée. Autre changement important, les développeurs pourront désormais utiliser une solution de paiement concurrente dans la même application ou renvoyer leurs clients directement vers leur site. Apple supprime aussi plusieurs frais, dont la taxe de 50 centimes par installation, remplacée par une commission de 5%. Un compromis assez habile pour l'entreprise qui évite ainsi un énième affrontement coûteux avec Bruxelles. Après les 500 millions d'euros d'amende infligée l'an dernier, le groupe avait tout intérêt à clôturer ce bras de fer. Voilà, alors on dit que Apple plie face à l'Europe, mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Parce que je vous rappelle quand même que les commissions sont toujours là. Alors elles baissent un peu, certes, mais elles sont quand même assez élevées. Je crois qu'on est à une vingtaine de pourcents, je crois, voire 15 si on passe pas par l'App Store. Mais enfin, je veux dire, c'est pas anodin. Alors c'est moins que les 30% précédents, mais quand même. Et je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que, Bruno, tiens, on va commencer parce que c'est toujours intéressant d'avoir ton regard outre-Atlantique. Est-ce que tu penses que l'Europe a réussi à casser le bras d'Apple ou que, finalement, c'est un peu de la poudre aux yeux? On verra avec le nombre de développeurs qui vont déménager pour faire leur business en Europe. Ah, c'est vrai, t'as raison. Peut-être. Mais sauf que la bonne nouvelle, c'est la diminution de 10 cents
entre ce qu'on doit payer, ce qu'on doit verser à Apple et ce qu'on doit verser à Apple si on vend de l'extérieur, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je pense qu'on est loin d'avoir réglé tous les problèmes avec Apple et puis avec les autres joueurs aussi. Là, je parle d'Apple, mais il y a une réalité. Là, on sent que Google, de son côté, vient d'ouvrir. Maintenant, en Europe, vous avez plusieurs boutiques, ce qui n'est pas le cas ailleurs sur la planète. Apple a encore à marcher longtemps pour être vraiment un joueur qui est ouvert. Évidemment, eux, ce qu'ils disent, c'est que pour la protection des utilisateurs, puisque c'est un environnement qui est fermé, sécurisé, on veut quand même garder des verrous, des serrures pour s'assurer de la qualité de l'expérience des utilisateurs. Sauf qu'à un moment donné, ça fait beaucoup d'argent qui va dans les coffres d'Apple et ça laisse pas vraiment beaucoup de choses aux développeurs. On vient d'ouvrir une brèche, mais on est loin d'avoir réglé tout le problème. Alors je regardais un petit peu les chiffres parce que c'est vrai qu'on était à 30%. Là, Apple prélèvera 26% lorsqu'un achat passe par son propre système de paiement. De 30 à 26, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas énorme non plus. Ça reste 26%. 20% lorsqu'une solution concurrente est utilisée directement dans l'application. Et alors, ces taux tombent à 15 et 10% pour les développeurs qui participent à certains programmes, notamment les petites entreprises. Je crois que voilà, dès qu'on dépasse pas un seuil de chiffre d'affaires sur l'App Store, eh bien, on paye moins de ces commissions. Et le taux de 15% s'appliquera également aux abonnements à renouvellement automatique après leur première année. Ça va faire plaisir peut-être à Spotify ou Netflix. Enfin, toutes ces boîtes qui sont régies par des abonnements. Avant, Apple pouvait parfois, dans certains cas, continuer à prélever 30%. Là, on passe de manière officielle entre 15 et 10%. Stan, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec Apple, toi ? Alors oui. Alors j'ai échangé avec eux. On n'a pas travaillé avec eux comme on avait pu travailler avec Google, par exemple. Mais oui, j'ai échangé avec eux, avec les équipes qui ont travaillé sur le Vision Pro, par exemple. Oui, tu étais bien au fait du Vision Pro, tout à fait, même avant qu'il sorte, n'est-ce pas ? Ouais. Là, cette histoire de commission et de commission européenne, alors déjà, on peut être content parce qu'il y a un impact. C'est-à-dire que la Commission européenne, le marché européen a un impact sur Apple. Après, là, on peut se désoler. Là où je me désole personnellement, c'est que la seule défense qu'on a face à ces grands groupes américains ou chinois, c'est la loi, notre législation. Et c'est pas notre compétitivité. Donc ça reste un scandale. Voilà. Non, mais je comprends. C'est important. Faut qu'on se le rappelle. Tu as raison. On est les champions du monde, mais sur l'encadre. C'est-à-dire qu'on n'est pas offensif, on est défensif, finalement. On est complètement défensif. Et d'ailleurs, ça se voit, parce que même la Commission européenne essaie de faire plier tant bien que mal Apple, qui a énormément d'avocats à Bruxelles, énormément de lobbying sur place. Hein, je l'ai vu. J'étais porte-parole. Tu les as vus ? Je les ai vus. J'étais porte-parole d'un groupe. C'était autour du DMA. Ça s'appelait Code, c'était avec Qualcomm, Google, etc. Et des boîtes plus petites comme Lynx et d'autres boîtes européennes. Et tu voyais en fait tous ces avocats, ce lobbying qui se tramait un peu en arrière-cour, on va dire. Oui, et je vois que ça continue, où en fait, il y a une nouvelle loi qui tombe. Apple se débrouille quand même pour slalomer autour de ce que décrète la commission, et en fait ça tombe sur quelque chose qui va à personne. Ça va ni à Apple ni forcément aux consommateurs, parce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées pour les consommateurs européens que les consommateurs américains. Je vous rappelle qu'on n'a pas accès à certaines fonctionnalités en Europe parce que Apple refuse d'y aller à cause de nos lois. Donc par exemple, on ne peut pas partager l'écran de son iPhone sur son Mac. Enfin, il y a quelques petites choses qui montrent quand même que ça coince un peu. Je pense qu'il ne faut pas s'en féliciter. On peut être content de l'impact, mais franchement, je reste un peu sur ma faim face à la manière dont Apple plie, entre guillemets. Je pense qu'on n'a pas à se féliciter non plus. Fred ? Ouais, si on regarde un peu tous les angles, pour les utilisateurs, on a l'impression qu'ils vont avoir plus de choix. Ouais, plus de boutiques, super. Des prix potentiellement plus bas. On va voir à l'usage, on voit qu'en général, de toute façon, les prix continuent à augmenter. Pour Apple, ils vont quand même éviter quelques amendes supplémentaires au fil du temps, même si on est riche à milliards. Oui, 500 millions, ça fait pas plaisir. On n'aime pas payer des amendes. On préserve une partie de ses revenus parce que, comme tu l'as dit, 10, 15, 25... On est allez, entre 15 et 26%. Bon, là, passer de 30 à 26, je pense pas. Pour ça, se voit un petit peu. Mais c'est pas ça qui va dire aux investisseurs, enfin aux actionnaires d'Apple, oulala. Ils vont pas être obligés de vendre
leur pour campus. L'Union européenne, il y a une victoire qui peut encore. Moi, je juge plutôt c'est une victoire symbolique. Hein. C'est de dire voilà, on a réussi à les tordre un peu. Ils espèrent que ça va stimuler l'innovation, mais comme tu l'as dit, on n'a pas vu de magasin d'applications européenne sortir. Et puis derrière, moi, ce que j'ai vu, c'est je regardais un peu les réactions à droite à gauche. Alors la Commission européenne, elle a dit c'est bien, Apple, ça y est, a plié, s'est conformé à tout ça. Les développeurs, les petits développeurs, ils applaudissent. Ils disent nous finalement on va rester dans ce seuil des 10%. Quand on regarde les plus gros, les gros utilisateurs, les gros développeurs, ils disent tous d'accord, on est passé de 30 à 26%, tout ça pour ça. Et puis il y a quand même un truc aussi, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de cyber, beaucoup s'inquiètent aussi de la façon dont tout ça va être développé, parce que Apple joue là-dessus en disant nous on est dans un univers hyper sécurisé, etc. Et les autres se disent est-ce qu'on n'ouvre pas aussi certaines failles potentielles, donc on va voir tout ça. Donc comme tu dis, j'aimais bien ce que tu disais, Stan, en disant finalement ça satisfait personne. Parce qu'Apple se dit on a plié un peu. Et c'est qu'en Europe pour l'instant, on n'a pas encore eu, les autres n'ont pas déclenché. Les développeurs, les petits disent oui, tant mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a presque plus l'impression que on enterre la hache de guerre. On n'est pas d'accord, mais on arrête de se battre là-dessus, que de véritablement un accord gagnant-gagnant, quoi, finalement. Apple reste au cœur du système. Apple reste au cœur du système. Central. Et il faut la poignée de l'éventail dans tout leur écosystème. Et la manière dont il est encore verrouillé 20 ans après sur l'iPhone, c'est dingue. Ça reste assez dingue. Incroyable. Et assez scandaleux quand même. Alors, il y a eu cet accord, Bruno, mais il y en a un autre aussi qui nous attend et qui est hyper important. C'est l'accord Siri AI. Face à la réglementation européenne, parce que là, effectivement, Apple et l'Europe a trouvé un terrain d'entente. Est-ce qu'ils vont aussi s'entendre sur ce fameux Siri AI qui, je vous le rappelle, alors on le saura très bientôt puisque la keynote Apple sera début septembre, entre le 8 ou le 9 septembre, on n'a pas encore la date officielle, mais visiblement ça serait le 9 septembre. Est-ce que le 9 septembre, John Ternus, qui est le nouveau CEO d'Apple, annoncera l'arrivée de Siri AI ? Le nouveau, c'est le 1er septembre. Oui, c'est ça. Annoncera Siri AI en Europe ou pas. C'est pas gagné. Alors est-ce qu'il y aura aussi un terrain d'entente sur ce sujet, Bruno, à ton avis ? Vous allez encore passer l'automne à être tiraillé et à être pris comme otage par rapport... parce que, justement, il y a le dossier de Siri AI et j'ai l'impression qu'à côté, il y a d'autres petits dossiers, d'autres choses qui ne seront pas réglées. Alors moi, je n'ai pas l'impression qu'avec la prochaine mise à jour que vous allez pouvoir télécharger sur vos téléphones, vous allez pouvoir l'utiliser. Malheureusement. Mais de l'autre côté, soyez pas trop malheureux parce que le reste de la planète ne pourra pas tellement. Vous savez comment ça fonctionne. Hein? Quand on annonce la mise à jour. Ça fonctionne d'abord aux États-Unis, peut-être en Angleterre, en Australie. Puis après, on fait un déploiement pour le reste. Donc, vous avez, dès le lancement de Siri AI, probablement qu'il n'y a pas grand monde à part les Américains qui vont pouvoir l'utiliser. Puis le temps de régler vos différends, peut-être que vous allez être capable de l'avoir lorsque ça sera disponible sur votre territoire. Tu es en train un peu de te moquer de nous, j'ai l'impression, Bruno. J'aime pas trop ce ton. Tu verras quand tu reviendras à Vivatech. Je te perdrai dans les rayons. Voilà, ça t'apprendra. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Stan ? Moi, j'ai hâte de ce nouveau CEO, en fait. J'espère que des accords comme ça pourraient être trouvés, que Apple va un peu s'ouvrir, en fait. J'espère que ça va venir d'Apple. Est-ce que ça va apporter un vent frais à Apple, d'une manière générale, dans tous les sujets ? Il est beaucoup plus jeune. Il a un certain parti pris en interne chez Apple. Il aime pas trop le Vision Pro et ce genre d'innovation, mais sur tout un tas d'autres catégories de produits, il va pousser. Vous allez le voir dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur des catégories de produits sur laquelle Apple n'est pas encore. Quoi, par exemple ? Les lunettes ? Non, tout ce qui est domotique. Oui. Voilà. Visiblement, la maison. Et déjà dans l'iPhone. Mais ça marchera qu'avec ça marchera qu'avec Siri AI. On est d'accord. Oui. Parce qu'il faudra un assistant fluide, intelligent, qui comprenne ce qu'on dit. On est d'accord. Ouais. Et donc, j'espère qu'ils vont amener un peu ce vent frais. Alors, Tim Cook a été un super CEO. Il a fait x20 en valorisation boursière d'Apple depuis qu'il est arrivé. Il a fait des choses assez extraordinaires. Mais le nouveau, j'ai hâte aussi.
de voir quelle copie. Il vient du matériel, enfin ouais, c'est un gars du hardware, c'est bien. Il a poussé les composants et tout ça. On a vu comment Apple a pris son virage aussi des matériels en allant jusqu'à en mettre maintenant dans les smartphones et tout ça. Donc oui, ça va être. Bon, écoutez. C'est la semaine prochaine. On pourra en parler le 1er septembre. Bien sûr. Et oui, en effet, on en parlera de son arrivée le 1er septembre et le 9, sans doute, les nouveaux iPhones, dont cet iPhone pliant, cet iPhone Ultra, dont on murmure, qui pourrait être annoncé donc à cette date-là, mais on aura l'occasion d'en reparler. On fera une émission spéciale d'ailleurs, peut-être un petit peu plus longue que prévu, pour vous faire vivre toutes les annonces en temps réel, puisque la keynote Apple commencera lorsque débute Tech & Co à 19h. Donc je pense qu'on ira jusqu'à 21h pour bien tout vous raconter. Dans l'actu, tiens, on n'a pas prononcé, je crois, une seule fois Elon Musk durant cette première de Tech & Co. C'est pas mal. Hein. On a dit SpaceX et XAI, mais on n'a pas prononcé Elon Musk. Bruno dit. Bruno, on t'a pas entendu, on t'a coupé le chic. Vas-y, recommence. Oui, et je vous présente mes excuses. Eh bien, on va parler d'Elon Musk, parce que Elon Musk, avance sur son cybercab. Parce que visiblement, Tesla se préparait au lancement du cybercab. Ça pourrait arriver très très vite. La bonne nouvelle, c'est que des milliers de cybercabs seraient déjà réceptionnés dans certaines villes pour que, lorsqu'il appuierait sur le bouton, je crois que c'est début septembre qu'il y aura une keynote qui va être annoncé et présenté par Elon Musk, où il expliquera un petit peu la stratégie de ces cybercabs. Rappelons quand même ce que c'est, le cybercab, Fred, c'est, on va dire, le Waymo de Elon Musk. Le Waymo d'Elon Musk, qui a quand même été présenté il y a presque 2 ans maintenant. Ouais, il y a 2 ans, oui. Il dans les studios de la Warner, je m'en souviens. Dans des studios de cinéma, avec et puis c'était les robots Optimus qui servaient, qui théoriquement servaient des cocktails. Alors, on s'est rendu compte qu'ils étaient bien pilotés par derrière, voire même qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, pour l'anecdote. Mais voilà, ils nous avaient taillé. Et on imaginait ces voitures qui étaient un peu futuristes. Il y avait toujours ce côté futuriste, et on s'imaginait que ça allait inonder le marché assez vite. Et finalement, qui on a vu surgir dans les robotaxis? Waymo, Zoox, avec d'Amazon, et on n'a pas vu. Et puis évidemment les voitures chinoises, mais on n'a pas vu beaucoup de robotaxis Tesla. Donc il a fallu attendre ces 2 ans. Alors là, il démarre. On voit, pour ceux qui nous regardent en image, on voit justement les images de Warner. Alors pour l'instant, c'est que des employés. On est toujours encore dans cette phase de test. Et puis ça va lancer. Mais c'est vrai que ça arrive un peu après les autres quand même. Le cybercab, tu y crois ou pas? Je crois que ça coûte très très cher de parier contre Elon Musk. Oui. L'histoire montre qu'il finit par y arriver et qu'il prend toujours beaucoup plus de temps, que ce soit dans les voitures ou dans les fusées. Mais et quand il y est, après, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Il est un peu injouable une fois qu'il y est. Et donc, je pense qu'ils vont y arriver sur ce déploiement. Alors, il a quand même eu des échecs. Solar Roof, là, il vient d'arrêter son panneau solaire sur la partie énergie de son business. Mais pour les voitures... je pense qu'il va y arriver. Je vois pas de raison, si ce n'est le retard qu'on lui connaît en fait au fur et à mesure des années. Mais non. Le truc intéressant, Bruno, visiblement concernant ce cybercab, c'est le prix. Parce que là, on ne serait pas sur des prix stratosphériques. Le cybercab coûterait aux environs des $30,000. J'ai vu passer ce tarif. Oui, mais effectivement. Et pour le moment, semble-t-il qu'il y a que les employés de Tesla qui sont capables de se le payer, en tout cas qui auront le droit de mettre la main là-dessus. Question que les tests, et dans la région de Denver, on s'entend pour le moment, Austin, pardon. Et pour le moment, pour s'assurer que s'il y a des ennuis, ça reste au sein de l'entreprise. Mais à la question que tu posais, Stan, par rapport à est-ce que c'est quelque chose de viable, faut se souvenir qu'il y a 7 ou 8 ans, c'était la vision annoncée de General Motors. À l'époque, il y avait le grand patron qui avait dit, vous savez, de plus en plus, on est en train de regarder, puis la nouvelle génération n'est pas intéressée à investir des dizaines de milliers de dollars ou d'euros dans l'achat d'un véhicule. Alors, il faut trouver quelque chose qui va permettre
aux gens d'investir dans un véhicule, mais que celui-là ne restera pas stationné devant leur résidence 20 heures, 18 heures par jour. Et donc, à ce moment-là, une des théories qui avait été avancée, c'était de créer des véhicules pour lesquels où on achèterait des parts, où on achèterait le véhicule lui-même, et par la suite, d'autres personnes pourraient le louer pour l'utiliser. Et c'est exactement ce que les gens de Tesla ont fait avec le Cybercab, c'est d'arriver à créer un contenant, parce qu'il n'y a pas de pédale, il n'y a pas de volant, donc un réceptacle dans lequel on achète, on le laisse sur la rue ou dans son driveway aux États-Unis, et donc, ou dans son garage, et puis après, quand les gens ont besoin d'un véhicule comme ça, ils l'appellent avec une application, et la bagnole, si on ne l'a pas réservée soi-même, elle part, et puis elle va servir à quelqu'un d'autre, moyennant rétribution. Et ça, c'est une vision qui traînait depuis longtemps, et je trouve ça intéressant parce que c'est quand même Elon Musk qui va l'avoir rendu à quelques mois d'ici, là, c'est très malin. Une réalité. C'est vrai, tu as raison, c'est très malin. Je me souviens de ce discours d'Elon Musk. C'est un peu le Airbnb de la voiture, quoi, finalement. T'achètes une voiture et elle va s'autofinancer quand tu ne t'en sers pas, parce que la plupart du temps, une voiture, on s'en sert pas. Je crois qu'il y a des statistiques. On se sert 10% du temps de notre voiture. Et même pas la plupart du temps, elle est dans un garage, parquée dans un coin, elle sert à rien. Et là, si on rentre dans un club d'une voiture dont on est propriétaire, mais dont on se sert quand on en a envie, mais quand on n'en a pas besoin, elle est, on va dire, remise à la disposition des utilisateurs de Cybercab, c'est plutôt malin, en fait. Et imaginez le financement. La voiture vous coûterait beaucoup moins cher. J'imagine qu'il y aura un partage de revenus. Ouais, Bruno parlait de General Motors, mais c'est aussi Elon Musk. Ça avait été son modèle dès le départ. Exactement. Pour ça qu'il voulait aller vite vers le modèle autonome, qu'il voulait aller vite vers des modèles beaucoup moins techniques aussi que les Waymo. Il y a des caméras, des lidars partout. Lui, il était resté sur des technologies beaucoup moins pour que ça coûte moins cher. Et d'ailleurs, à tel point que ça fait bouger Waymo, puisque Waymo est en train de travailler avec un Chinois sur une voiture qui s'appelle OG. Donc une voiture beaucoup moins chère, alors qui ressemble à une espèce, alors je sais pas, soit une grosse coccinelle, soit une grosse Twingo. Voilà, donc parce qu'aujourd'hui on sait que les Waymo c'est les Jaguar I-Pace, donc rien que la voiture en elle-même, elle vaut quelques centaines de milliers de dollars. Donc ensuite quand on rajoute toute la partie intelligence, elle coûte, je crois que c'est de l'ordre de 350 ou 400 000 dollars la voiture. Donc voilà, ça fait un investissement conséquent. Et là, c'est vrai que s'il arrive à avoir ce business plan avec 30, à 30, 40 000. Ouais. Et les nouvelles générations, enfin on le voit, les nouvelles générations urbaines se rendent compte que voilà, dans les grands centres urbains, posséder sa propre voiture, à moins d'être un passionné de vouloir à tout prix écouter que sa musique. Enfin voilà, je sais pas trop quel peut être l'intérêt d'avoir sa propre voiture dans un grand centre urbain. Ce qu'il y a d'intéressant, Stan, aussi, c'est de voir quand même que la communauté des fans de Tesla est tellement importante. Là, je lisais que en fait les fans de Tesla ont repéré des cybercabs cachés dans un parking, prêts à être mis en route, etc., etc. Il y a aussi cette, tu le disais, Tesla et Elon Musk suscitent une fascination. C'est un phénomène culturel. La marque Tesla, comme le bonhomme. C'est un vrai phénomène culturel, et c'est vrai que sur Twitter, on voit à chaque fois, ou sur Reddit, un peu des gens qui vont chercher dans les tréfonds des sites web, dans les garages des usines. C'est vraiment impressionnant. Il y a très peu de marques, surtout des marques automobiles, qui suscitent autant d'enthousiasme, en tout cas. Ouais, c'est incroyable. Et pendant ce temps-là, on parle moins d'Optimus, parce qu'on évoquait tout à l'heure les robots chinois. Optimus, silence total. Franchement, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des news concernant Optimus ces dernières semaines, ces derniers mois? J'ai pas. Non, par contre, il y a une autre actu autour de Tesla, c'est ses poids lourds. Ces poids lourds qui arrivent en Europe. Qui vont arriver en Europe. Alors, pareil, avec un look un peu futuriste. Bon, ça va être quand même des grands trucks classiques, mais voilà, Donc, ils ont été validés par la réglementation européenne, etc. Alors, ils ont encore, parce que là, pour l'instant, alors, c'est pas autonome, enfin, c'est de semi-autonome comme les voitures, mais c'est. Mais ils sont électriques. Évidemment, et puis c'est sur l'autonomie. Donc, on joue sur 400, 500, 600 km d'autonomie.
mais ce qui peut suffire, voilà, pour des pays comme le nôtre, voilà, 600 km, ça peut suffire. Ouais. Pour les... Mais est-ce qu'il y a des clients qui seront intéressés? Tiens, ça va être intéressant de voir ça. Renault commence, notamment quand on a eu toutes les histoires du pétrole avec les conflits iraniens, etc., avec les Américains, là, les bombardements, etc. Renault dit qu'ils ont eu, j'avais rencontré quelqu'un dans une émission Tech & Go qu'on faisait à Lyon, un des patrons de Renault Truck, la partie électrique, qui me disait qu'ils avaient eu des appels entrants de gens qui disaient ça coûte encore plus cher, mais peut-être qu'il faut qu'on regarde un peu, parce que les camions commencent à avoir beaucoup d'autonomie, et puis voilà, puis on participe quelque part aussi à la planète. Donc je pense que voilà, c'est en train de prendre peu à peu. Voilà, donc ça sera début septembre qu'à Austin sera organisé cet événement concernant le Cybercab. Vivement, parce qu'on va commenter tout ça en direct, on vous racontera un petit peu tout ce qui va se passer, parce que je sais pas si vous êtes déjà monté dans un véhicule autonome, j'imagine Stan, t'es allé à San Francisco plusieurs fois, tu l'as fait, Bruno, tu l'as fait aussi, Fred, on l'a fait nous aussi quelques fois, c'est quand même assez impressionnant, et je peux vous dire, et je le raconte à chaque fois, les 30 premières secondes, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, je confie ma vie à un robot, j'ai un peu peur, et puis finalement, très vite, en un claquement de doigts, on se sent en confiance, la voiture est souple, conduit de manière sereine, et on oublie qu'on est à bord d'un robot, quoi. Et c'est quand même incroyable, donc franchement, tout ça est très cool. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi, mon cher Stan. Merci. Voilà, t'as passé un bon moment à débriefer l'actu avec nous. Ouais, c'était super. Voilà. Stan Arock, directeur des opérations chez Parrot et fondateur de Lynx. Merci aussi à Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Fred, merci à toi. Pour terminer cette émission, on va se dire au revoir sur une note quand même assez triste, puisque l'un de nos débriefeurs nous a quittés brutalement cet été. Il s'agit de Pierre Vanier. Peut-être que ce nom vous évoque quelque chose, parce que il venait de temps en temps nous voir dans Tech & Co commenter l'actualité. C'était un spécialiste de l'intelligence artificielle, une personne très jeune qui nous a quittés brutalement cet été. Ça nous a tous choqués, quand on a appris cette information. On était en vacances. Il était le fondateur d'une boîte qui s'appelle Flint. Voilà, et on apprécié sa vision de la tech, et notamment sur l'intelligence artificielle. On pense à sa famille, bien évidemment, à tous ses proches, et voilà, on lui dédie cette première émission. Voilà, Pierre Vanier. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Bruno, à très vite. Et on se retrouve demain, bien sûr. Attention, le nouvel horaire de Tech & Co, 19h, tous les soirs à la radio, à la télé, puis bien évidemment les replays et les podcasts qui vous attendent dans la foulée. À demain, bonne soirée. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.